سيون. السلام عليكم. السلام عليكم. سيسمع. صباح سيون. الحمد لله، رمضان مبارك سعيد. مبارك سعيد ولكل المسلمين أجمعين. آمين آمين أخويا. الله علينا بالخير والبركات واليوم السلم والإسلام والأمان. آمين. الله يرفع هذا الوباء إن شاء الله. إن شاء الله أخويا، الله يبارك فيك إن شاء الله. Aujourd'hui, comme d'habitude, nos lives hebdomadaires. Donc aujourd'hui, on va accueillir avec nous notre éminent thérapeute ostéopathe et membre fondateur de l'AMTM, qui va nous parler d'un sujet très intéressant, très important aujourd'hui, Younes Azmour. Donc, شكرا. vas-y Sion. Alors, tout d'abord, je remercie la présence, d'avoir été toujours présente à cette heure-ci pour mon live. Je remercie tous les efforts qui ont été fournis aussi bien par les organisateurs de l'AMTM que les différents intervenants qui se sont succédés sur ce live. Alors, j'aimerais tout d'abord parler un peu du sujet globalement. C'est les manipulations. On va parler sur plusieurs sujets concernant les manipulations. Je rappelle que les manipulations, c'est un acte, et c'est un acte qui est pratiqué par des praticiens qui sont connus. On peut parler de thérapeutes manuels, on peut parler des ostéopathes, on peut parler des chiropracteurs. En fait, vous avez plusieurs praticiens qui peuvent le pratiquer de manière légale, ne serait-ce sur le plan international. Alors, j'aimerais bien préciser que ces actes de manipulation, que ce soit pour le rachis ou bien pour les articulations périphériques, ils doivent être pratiqués par des praticiens formés. Et quand je dis praticiens formés, c'est-à-dire ils ont suivi un cursus spécifique. Et malheureusement, je trouve que sur la scène nationale, on a des pratiques un peu avec une formation qui se fait, comme vous le savez, soit sur Instagram ou bien YouTube, et que personnellement, je trouve que c'est une agression plus ou moins aux droits des patients pour des actes bien étudiés. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est une agression également sur un domaine d'intervention qui n'est pas donné à tous les kinésithérapeutes. Donc, pour pouvoir pratiquer les manipulations, il faut être titulaire d'un des diplômes que je viens de citer au départ. Alors, j'aimerais bien préciser c'est quoi une manipulation, notamment à l'échelle. Une manipulation, c'est une manœuvre rapide, précise. Si on peut résumer la définition, elle est de faible amplitude, mais à haute vélocité. Qu'est-ce que ça veut dire, faible amplitude, haute vélocité? C'est-à-dire que la poussée qu'on va réaliser par notre main est une poussée de faible amplitude. C'est pas vraiment une mobilisation comme ça, une manipulation comme ça. C'est vraiment un acte précis de faible amplitude. Mais également, il doit être rapide pour donner l'effet escompté. Donc ça, c'est important de le mentionner dès le départ. Il y a un autre élément qui est souvent associé à la manipulation, c'est le craquement. Le craquement n'est pas systématique, il n'est pas témoin de la réussite de la manœuvre. Donc, cela veut dire que quand vous réalisez une manœuvre avec craquement, ça ne veut pas dire que vous avez réussi la manœuvre et ça ne veut pas dire que vous l'avez ratée. Pour pouvoir être sûr que vous avez eu l'effet escompté, c'est tester la vertèbre avant la manipulation, réaliser la manipulation et la tester après pour pouvoir voir la différence de mobilité, notamment dans le sens lésionnel. Donc, c'est important que je mentionne cette association que font généralement les personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment avec le craquement. Le craquement ne veut rien dire en fait. Mais en même temps, j'aimerais expliquer le phénomène de craquement. En fait, on pensait qu'au départ, c'était à l'intérieur de la chambre capsulaire, il y a des zones de moins de pression et donc une cavité gazeuse se forme à l'intérieur. Cette cavité gazeuse, quand on fait la manipulation, il s'éclate.
Et cet éclatement, c'est comme plus ou moins l'effet sonore que fait une ventouse quand on l'arrache d'un mur, donc ça va donner un son. Et actuellement, on est en train de penser le contraire. Les études, ils ont montré que plutôt après une manipulation, on a un rassemblage des microcavités en une seule cavité plus grande. Donc c'est de toute façon un phénomène sonore lié à une hypopression qui va se créer à l'intérieur de la chambre capsulaire. Et donc ça donne un effet sonore comme on le décrit comme étant un craquement. Alors maintenant, on manipule quoi en fait? Quel est l'objet de l'intervention de la manipulation? Que ça soit, et ça c'est vrai aussi pour toute la thérapie manuelle, notamment l'aspect articulaire, c'est ce qu'on appelle la dysfonction somatique. Anciennement appelée chez les ostéopathes lésion ostéopathique, les chiropracteurs l'appellent aussi la subluxation. En fait, c'est quoi cette dysfonction somatique? Nous avons des segments vertébraux qui vont perdre des secteurs de mobilité. Et donc, il y a une hypomobilité et parfois, souvent, il est associé à un phénomène inflammatoire qu'on retrouve juste à côté de l'étage vertébral lésionné. Alors, ça se manifeste sous forme d'une irritabilité de la peau, ça se manifeste également par également une hypersensibilité cutanée, etc. Et donc, ce sont des phénomènes inflammatoires qui sont tout près de cette vertèbre. Parfois, ils s'expriment un peu loin, mais souvent, c'est près de l'étage vertébral. Alors, j'aimerais aussi parler que maintenant, les manipulations telles qu'elles sont étudiées, on ne les pratique pas de manière anarchique. La pratique fondée sur l'épreuve a tranché sur pas mal de questions. Si je vous sors l'exemple de la lombalgie, il y a des critères de patients avec lesquels on peut réussir avec les manipulations et on peut avoir de bons résultats. Par exemple, il faut que le patient ait une lombalgie qui n'est pas ancienne, ne dépassant pas 2 semaines. Et puis, s'il y a une douleur irradiante vers le membre inférieur, il ne faut pas qu'elle dépasse le genou. Donc, nous avons des critères de sélection de patients auxquels il faut se soumettre pour être sûr qu'on donne le bon acte que nécessite le patient. Et puis, toujours dans la lombalgie, il y a aussi des facteurs de réussite. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'hypomobilité, on ne peut pas faire une manipulation rien que pour la faire. C'est-à-dire qu'il doit être précédé par un test. Et ce test, il doit nous montrer un secteur de mobilité qui manque, et puis on manipule une vertèbre dans ce sens, pour pouvoir gagner de l'amplitude. Mais il y a aussi quelques autres critères qui peuvent se situer loin de l'étage lombaire, comme une bonne mobilité de la hanche, etc. Donc maintenant, les manipulations qui doivent être pratiquées et proposées aux patients, ce sont des manipulations qui sont soumises à l'évidence scientifique, et on ne peut pas proposer les manipulations à tout patient qui présente un problème de l'appareil locomoteur, que ce soit au niveau du rachis, que ce soit en dehors du niveau du rachis. Donc ça, c'est important. Alors, j'ai pris quelques notes pour ne pas oublier quelques informations nécessaires. Là, maintenant, je vais parler un peu de tout ce qui est, quels sont les effets ou bien les modes d'action des manipulations. En fait, globalement, on les organise en 3 groupes. Vous avez des effets qui sont biomécaniques, vous avez des effets qui sont neurophysiologiques, et vous avez aussi quelques facteurs qu'il faut tenir en compte et qui peuvent jouer sur l'effet et l'intérêt des manipulations. Je commence au niveau biomécanique. Alors, tout ce qui est biomécanique, il a été étudié dans plusieurs études grâce au départ, c'était des études cadavériques sur des cadavres tout d'abord, puis après, on s'est mis sur le travail sur du vivant, et nous avons utilisé, ou bien les études ont utilisé plusieurs instruments, notamment les capteurs infrarouges, etc., pour décrire ce qui se passe réellement au niveau des vertèbres. Tout d'abord, une manipulation crée déjà une mobilité vertébrale. Ça a été vérifié. C'est-à-dire qu'en manipulant, on mobilise vraiment la vertèbre. Donc ça, c'est important. Ce qui est également important, c'est que grâce aux manipulations,
On peut agir sur quelques adhérences qui peuvent exister au niveau du disque, et ça n'a pas été vérifié à 100%. Par contre, les adhérences entre les surfaces articulaires, dans les surfaces articulaires postérieures, on a montré que s'il y a un phénomène de plus ou moins de collage ou bien arthrosie qui s'est mis en place, on peut, grâce à la manipulation, décrocher ces adhérences et les couper, et donc permettre au cartilage d'avoir une bonne physiologie. Et il y a également le fait d'agir sur la capsule. En fait, la capsule, dans les surfaces articulaires postérieures, il peut présenter des plis ou bien des franges pliées, et donc en faisant la manipulation, on peut déplisser la capsule. Et du moment qu'on parle de la capsule, comme vous le savez, elle contient des mécanorécepteurs. Et parmi les effets de cet étirement capsulaire, il se produit également au niveau des muscles, parce qu'en étirant la capsule, le muscle, il se relâche également. Et donc, sans oublier qu'il y a un relâchement musculaire au niveau des muscles spinaux, notamment dans la phase de mise en tension. Je rappelle, c'est quoi la phase de mise en tension? Quand on fait une manipulation, on doit mettre en place le sujet dans une position d'étirement pour amener la surface articulaire dans ses possibilités tout à fait physiologiques, mais un peu à la limite de son jeu habituel. Et puis, grâce à le thrust, cette manœuvre rapide, on va devoir amener l'étirement de la capsule vers une limite qui est anatomique, certes, mais qui est au-dessus et au-delà des capacités habituelles de cette capsule. Donc, moi, je parle de la première phase, de cette phase d'étirement. On remarque qu'il y a un relâchement musculaire des spinaux. Mais, après la manipulation, après quelques millisecondes, nous avons une contraction réflexe suite à l'étirement rapide, mais qui s'estompe rapidement. Donc, nous avons un étirement dans la phase de mise en tension, suivi d'une contraction juste après la manipulation. Donc, ce sont des effets biomécaniques qui ont été vérifiés, plus ou moins. J'aimerais bien parler aussi d'un mythe ostéopathique qui vraiment ne tient pas le coup. C'est le fait de réintégrer une hernie discale. Plusieurs études se sont penchées là-dessus. On n'a jamais remarqué qu'on a pu réintégrer une hernie discale sur le plan radiologique grâce à des manipulations. Par contre, on peut toujours espérer l'amélioration sur le plan clinique, mais l'intégration de l'hernie, ça, on ne peut pas le faire grâce à la manipulation. Donc ça, c'est un peu l'aspect mécanique. Vous avez aussi l'aspect neurophysiologique. Alors, comme vous le savez, au niveau vertébral, et ça, je devais un peu l'expliquer, je l'ai oublié, dans la première étape, l'explication neurophysiologique de la dysfonction somatique. En fait, dans un étage vertébral quelconque, entre deux vertèbres, vous avez ce qu'on appelle les trous de conjugaison. Dans ces trous de conjugaison, pénètrent des nerfs sensitifs. Et donc, ces nerfs sensitifs, ils vont amener de l'information sensitive de tout genre, c'est-à-dire de la proprioception, l'extéroception, de la sensibilité viscéroception, c'est-à-dire la sensibilité liée aux organes viscères. Tout ça, ça pénètre dans un même étage. Et puis, ça rejoint le système nerveux central. Et puis, nous avons également des afférences motrices et sympathiques, c'est-à-dire que au niveau du même étage, sort des nerfs moteurs pour donner une commande, pour permettre le passage de l'influx nerveux vers les muscles, mais aussi ils permettent d'envoyer également des influx pour les organes viscères, notamment les vaisseaux sanguins. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une dysfonction somatique? C'est que quand on a un dysfonctionnement organique, quelque part, que ce soit dans les viscères, que ce soit dans la peau, que ce soit dans les muscles, que ce soit dans la capsule, etc. Donc l'information il sera transmise et puis un arc réflexe qui va sortir et qui va faire une réaction. Cette réaction, il explique aussi bien l'hypomobilité, parce que ça va faire contracter un ensemble de muscles, mais surtout
les muscles profonds de cet étage, là je parle du muscle transversaire épineux, bien le multifide, qui va se mettre en contracture chronique. Et cette contracture chronique, c'est elle qui va empêcher la mobilité de la vertèbre. Et puis, vous avez aussi cette réaction sympathique qui va expliquer l'inflammation. C'est-à-dire, au niveau du même étage, sort un influx de réponse qui va mettre en alerte les organes viscères qui dépendent de cet étage, mais aussi la peau qui va exprimer une certaine inflammation. En fait, pourquoi j'étais obligé plus ou moins de revenir en arrière pour pouvoir vous expliquer l'effet neurophysiologique des manipulations. Alors, tout d'abord, vous avez une diminution de la sensibilité douloureuse. Donc, ça a été vérifié par des études, surtout une étude qui me revient, c'est une étude des épicondylalgies, ou bien l'épicondylite, comme on l'appelait souvent. Hein? Tennis elbow. Tennis elbow. Donc, la douleur du tennis elbow, c'est une douleur qui n'a rien à voir avec l'étage cervical. Mais en fait, en manipulant les cervicales, on peut avoir une diminution de la sensibilité douloureuse à distance. Pourquoi? Parce que là, on a manipulé un étage qui, plus ou moins, gère la zone des épicondylia sur le plan sensitif. Et donc, on a plus ou moins freiné la sensibilité de cet étage sur le plan métamérique et donc la sensibilité douloureuse diminue. Toujours au niveau de la douleur, on peut agir même sur la perception corticale. Et ça a été vérifié grâce à des études sur IRM fonctionnel qui a montré que la manipulation dorsale peut diminuer la perception ou bien l'activation corticale d'une zone responsable de la perception de la douleur. Donc ça, c'est concernant la douleur. Mais aussi, pour certaines douleurs qui sont liées à l'activité, c'est-à-dire à la contraction musculaire, les manipulations peuvent même diminuer la sensation douloureuse lors de l'activité. On peut aussi mentionner la diminution de la stimulation ou bien l'excitabilité des mécanorécepteurs. Je vous donne un exemple, peut-être que nous avons tous essayé. De toute façon, ceux qui font de la thérapie manuelle ou de l'ostéopathie, vous cherchez des points trigger. Vous appuyez doucement le sujet, il vous décrit une douleur importante. Vous manipulez un étage vertébral précis, puis après vous faites le même test, vous appuyez. Et donc l'appui, c'est quoi? C'est une information mécanique, c'est de la pression. Donc vous avez des mécanorécepteurs de la pression qui ne vous donnent pas la même sensation. Ça, c'est grâce à une manipulation. Donc on diminue même l'excitabilité des mécanorécepteurs. Et puis si j'ai oublié, oui, ça c'est important, c'est par rapport au système neurovégétatif. En fait, on a remarqué, grâce aux études, que le fait de manipuler un étage vertébral, notamment les dorsales, on peut avoir un changement d'activation du système sympathique. En fait, on peut observer l'augmentation du débit dans les vaisseaux sanguins, et donc ça dépend plutôt du système sympathique, sauf que ces réactions sur le plan neurovégétatif ne sont pas constantes, c'est-à-dire ils vont se limiter dans le temps, mais aussi ils ne sont pas à chaque fois reproductibles. Donc ce sont plus ou moins un ensemble de mécanismes d'action des manipulations qui ont été vérifiés par la recherche. J'aimerais bien aussi avant de prendre un souffle, comme ça je vois s'il y a des questions, qu'il y ait des facteurs qui sont loin que ça soit quantifiable et plus ou moins, ça peut être des facteurs qui peuvent augmenter ou bien diminuer l'effet de la thérapie manuelle généralement et des manipulations de manière spécifique. Tout d'abord, vous avez les attentes du patient. Si vous avez des patients qui rentrent au cabinet et qui se voient que grâce à une manipulation, ils peuvent sortir avec zéro douleur, ça c'est un peu difficile parce que leur attente elle est plus ou moins au-dessus des résultats qu'on peut espérer de la thérapie manuelle générale. Deuxième élément, c'est le contexte économique, le contexte social, etc. Ça joue énormément. Et puis, le dernier élément, c'est le placebo. Et là, j'aimerais bien placer un mot. L'effet placebo au niveau des manipulations,
il est lié à deux choses. Tout d'abord, vous avez l'effet sonore, et cet effet sonore, ben, l'être humain, il l'accepte, c'est une acceptation parce que il croit que ce son que vous avez produit, il a pu changer quelque chose. Ça, c'est l'idée 1. L'idée 2, c'est également une idée basique, c'est que, et malheureusement, ça, on le dit pour les patients pour qu'ils on joue sur l'effet placebo, c'est que je vais te replacer la vertèbre. C'est comme si la vertèbre n'a pas été bien en place. Ça, c'est faux, mais il a un bon côté parce que les patients, quand ils croient à ça, bah, sur le plan psychologique, ils acceptent la manipulation. Ils peuvent avoir plus ou moins, on peut avoir avec ce genre de patients des résultats plus ou moins positifs. Donc, avant que je passe à la dernière partie, j'aimerais bien voir s'il y a des questions. Il y a une question par rapport à l'origine à distance des douleurs. C'est-à-dire, si on a une douleur, est-ce qu'il peut avoir une origine à distance? Alors, c'est une question vague, mais je vais essayer de répondre. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien revenir sur le point de départ. C'est que c'est vrai qu'en manipulant une vertèbre, on peut avoir un effet ontalgique à distance, ça c'est vrai, parce que comme vous le savez, vous avez des nerfs qui sortent depuis les racines, ces nerfs, ils vont sillonner les membres, et parfois, la douleur, elle est loin du rachis, mais en manipulant le rachis, on peut avoir un effet à distance. Alors maintenant, la question c'était, est-ce que la douleur peut avoir une origine un peu loin? Oui. Dans quel cas, par exemple, l'hernie discale, tout le monde la connaît. Vous avez un problème là, mais le patient souffre d'une douleur qui va jusqu'au pied. Donc, c'est vrai. Il y a aussi également les douleurs référées, ou bien les douleurs projetées plutôt. Ce sont des douleurs dans des muscles précis. Et du moment que le muscle, il est également sur le plan sensitif, il a une certaine sensibilité, il y a des nerfs sensitifs qui pénètrent ce muscle, mais ils pénètrent d'autres muscles à distance et d'autres zones à distance. Donc, un problème au niveau du supraépineux, il peut être ressenti là. Donc, le problème, il est au niveau du supraépineux, mais il est senti un peu en bas. Je vous donne un autre exemple, comme l'exemple des conflits. Vous avez un conflit acromial qui peut être senti au niveau de l'insertion du deltoïde. Donc, c'est plus ou moins une douleur référée du moment que cette zone il est innervée par le même nerf, et donc une souffrance d'un muscle qui appartient au territoire de ce même nerf peut être ressentie une douleur sur tout le territoire. Donc ça, c'est également un autre mécanisme qui peut être associé. Merci Sion pour les éclaircissements. Deuxième question, les manipulations que dans les formes aiguës et pas chroniques. Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure pour la cervicalgie, pour la lombalgie, pardon. Je l'ai dit, donc une lombalgie qui est, maintenant je vais parler de tous les critères, comme ça ce n'est pas souvent lié à la chronologie de la douleur, c'est lié également à d'autres facteurs. Je vais les citer. Vous avez tout d'abord la chronologie de la douleur. Généralement, pour les lombalgies, là on peut avoir un effet positif, c'est quand la douleur ne dépasse pas 6 jours exactement. Ça a été étudié. Deuxième critère, c'est quand la douleur ne dépasse pas le jour. Et puis vous avez des facteurs qui peuvent nous donner une idée sur la réussite, la bonne réussite ou bien l'atteinte des résultats, notamment le résultat ontalgique et l'amélioration de la douleur. Vous avez aussi quand la douleur n'est pas sévère, il faut le dire, et qu'elle n'a pas un impact important sur l'activité physique et sur l'activité professionnelle. Donc ça a été étudié grâce au questionnaire FAPC. Donc si ça ne dépasse pas 19 sur le score, on peut avoir de bons résultats. Je pense qu'il y a un autre critère, si je l'ai... Oui, la mobilité de la hanche. Il ne faut pas que la mobilité de la hanche soit inférieure à 35 degrés vers la rotation interne,
parce que souvent c'est associé à des contractures musculaires importantes et quand vous avez plein de contractures au niveau du rachis, c'est un peu difficile et c'est trop douloureux de faire des manipulations. Merci Séance pour ces réponses vraiment explicites et complètes. Et une autre question, quelle est la place de ces manipulations vertébrales dans le cadre des hernies discales et des scolioses? Je vais parler des hernies discales. Alors, tout d'abord, l'hernie discale, quand elle est située dans un étage, c'est vrai que quand nous avons une douleur vive d'hernie discale, dépassant le genou par exemple, on ne peut pas faire les manipulations. Si, avec bien sûr le fait de ne pas avoir des signes remonteurs alarmants, comme l'abolie des réflexes, l'abolition des réflexes, comme une faiblesse musculaire, c'est-à-dire qui a vraiment un impact neurologique important. Donc quand vous avez ça, il ne faut pas manipuler, mais quand vous avez une douleur récente, quand elle descend et ne dépasse pas le genou, vous pouvez manipuler. De toute façon, parfois la manipulation ne s'adresse pas à l'étage qui est à l'hernie, je parle des manipulations seulement, ne s'adresse pas à l'étage de l'hernie en question, il peut s'adresser à d'autres étages qui sont à distance de 3 vertèbres par exemple, on peut manipuler. On peut manipuler une dorsale en cas d'hernie discale lombaire. On peut manipuler une cervicale en cas d'hernie discale lombaire. Mais l'étage en question, pour le manipuler, il faut se soumettre à des règles pour pouvoir dire est-ce que je manipule ou bien non. À la scoliose, je pense. Oui. Alors pour la scoliose, ça ne sert à rien. Tout court. Parce que la scoliose, c'est pas seulement des dysfonctions somatiques. Vous avez des rétractions musculaires, vous avez de l'os qui est déformé, on n'a plus d'axe, on n'a plus de plan. Si vous croyez que vous êtes en train de faire un rouleau du passant vers le sens de la rotation, peut-être vous êtes en train de faire de l'inclinaison. Rien n'est respecté, ni plan, ni axe. Et donc, on peut faire d'autres techniques de thérapie manuelle pour assouplir, notamment au niveau de la région du bassin et du bas de la région lombaire, mais réaliser des manipulations, non. Très bien. Les contre-indications des manipulations. On la prend maintenant, cette question, on la laisse vers la fin, tu vas répondre à ça. Vers les risques, je vais parler des contre-indications. L'autre question. Il y a des questions, mais pour la rééducation assistée, etc., ça, c'est pas pour le contexte. C'est de la kiné. Après une manipulation, on peut dire. On peut avoir un effet après une manipulation. On peut dire au patient que la vertèbre était fixée dans une position, exemple en extension, en flexion, en side. Donc, le trust peut agir sur la vertèbre. Est-ce qu'on peut dire ça au patient? Alors, par rapport au message, moi personnellement, ça dépend des patients. C'est-à-dire, si j'ai un patient instruit, si j'ai par exemple un médecin, et j'accueille beaucoup de médecins dans les consultations, je ne vais pas parler ce langage. Je vais plutôt dire que cet étage vertébral, il bouge très bien à droite, mais par contre, il ne bouge pas très bien à gauche, que ce soit dans le sens de la rotation ou bien de l'inclinaison. Et puis, je vais lui expliquer qu'il y a une contracture profonde que je dois enlever grâce à une manipulation. Donc là, j'ai transmis l'idée sans entrer trop dans les détails, mais en même temps, je n'ai pas plus ou moins falsifié l'information. Mais si j'ai un patient qui s'en fout vraiment de bien connaître exactement ce qui se passe, je peux lui dire que la vertèbre, elle est fixée. Je peux dire fixée. Mais en fait, elle n'est pas fixée. Elle est seulement plus mobile dans un sens que dans l'autre. Très bien. Dans la pratique, une autre question, dans la pratique au quotidien, on peut utiliser les manipulations à quel... Dans la pratique quotidienne, voilà, au quotidien, la question, il veut dire à quelle fréquence on peut utiliser les manipulations. La fréquence.
Alors, c'est une excellente question. En fait, si je parle de l'ostéopathie, les manipulations, ils ne sont pas fréquentes, c'est-à-dire que je peux voir un patient aujourd'hui, mais après 15 jours, je peux le revoir. Je peux le revoir après un mois aussi. Ben, au maximum, 6 séances. On ne peut pas aller manipuler tout le temps les mêmes étages vertébraux. Si on réussit pas, c'est que il y a peut-être quelque chose qui nous échappe dans notre raisonnement clinique. Ou bien, c'est un problème qui dépasse plus ou moins la thérapie manuelle ou bien l'ostéopathie globalement. Très bien. Une autre question. Les tests cliniques vasculaires de dépistage d'une insuffisance vertébro-basilaire sont-ils suffisants avant toute manipulation cervicale? En fait, je vais en parler dans un sujet, dans le dernier sujet. C'est les risques, les contre-indications. Ok. Très bien. Alors, je peux continuer? Oui, on peut continuer. Alors, tout d'abord, j'aimerais parler plus ou moins des risques éventuels. Quand on fait des graves, qui peuvent être mortels, vous avez des risques qui sont plus ou moins bénins, ou bien des conséquences qu'on peut voilà, tolérer. Alors, les risques graves. Sur le plan ostéo-articulaire, vous avez le risque de fracture, déjà. Et le risque de fracture, c'est plutôt, ça sera plus marqué chez les patients qui ont des ostéoporoses, par exemple, et surtout dans les manipulations directes. Donc, vous avez plusieurs types de manipulations. Par exemple, une manipulation que vous pouvez voir dans YouTube, ou bien si vous connaissez des ostéos, ou bien si vous êtes vous-même ostéo, c'est-à-dire quand vous appuyez sur une dorsale directement. Ça, c'est direct. Donc, vous pouvez faire des fractures là, notamment fractures de côte. Vous avez aussi les risques d'entorse, risques de luxation et risques d'hernie discale. Donc, vous pouvez avoir une protrusion et quand vous manipulez, si vous ne faites pas les choses comme il le faut, même si vous le faites, il y a toujours le risque. Donc, on peut être un très bon praticien, mais on ne peut jamais doser la pression qu'il le faut exactement sur les tissus. On peut apprendre le dosage avec la pratique, mais on ne peut jamais être performant. Et ça, c'est ce qui fait un peu des manipulations, un acte qu'il faut maîtriser, et non pas un son à attendre, un craquement. Donc, ce n'est pas vraiment ça. Vous avez les complications neurologiques, c'est-à-dire, vous manipulez une cervicale ou bien lombaire, et le lendemain, le patient vous relate une douleur radiculaire. Alors ça, c'est plutôt une conséquence qui est quand même fâcheuse. Vous pouvez même, dans les cas notamment d'instabilité vertébrale, on va en parler, vous pouvez créer des compressions médulaires, c'est-à-dire carrément mobiliser le corps vertébral, et donc vous réalisez une compression médulaire au niveau de la moelle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment grave. Vous avez également quelques petits problèmes, comme le fait de sentir des nausées, des vomissements après les manipulations, notamment cervicales et dorsales. Donc parfois, quand vous avez un sujet très irritable, avec plusieurs étages vertébraux qui posent problème, très anciens, certaines faiblesses qui se voient même, le sujet il est asthénique. Si vous manipulez, le patient il peut vous raconter, par exemple, qu'il sent une nausée, une sensation de nausée, ou bien de vomissement. Ça, c'est des choses qui sont mineures et qui disparaissent rapidement. Vous pouvez parfois laisser des traces de douleur, c'est-à-dire, ils vous disent que là, ce que vous avez fait l'autre fois, il m'a fait mal, sans que ça soit radiculaire. Donc ça, c'est plus ou moins des petites choses que vous pouvez rencontrer dans votre pratique. Mais la chose la plus grave, elle a été dite par un participant dans sa question, c'est l'accident ou bien l'accident vertébro-basilaire, c'est-à-dire que dans le rachis cervical depuis C6 jusqu'à C0, vous avez une artère qui remonte dans les transverses, dans les processus transverses, et cette artère, elle est accolée
assez transversaire. Quand vous mobilisez, automatiquement, vous mobilisez également cette artère. Et cette artère, elle peut être dure, soit à cause de l'athérosclérose, à cause d'une arthrose vraiment très évoluée, etc. Ils peuvent être durs. Et donc, c'est un tuyau qui n'est pas souple, il peut se couper. Alors, pour parler de ce risque, il faut vraiment parler sur le plan statistique par rapport aux études. Alors, tout d'abord, vous avez une balance très importante dans les traitements, ce qu'on appelle la balance risque-bénéfice. Risque-bénéfice. C'est-à-dire, on va rapporter les risques sur les bénéfices qu'on peut avoir. Au niveau lombaire, elle est tout à fait favorable. C'est-à-dire, les risques, ils sont plus ou moins mineurs par rapport aux bénéfices qu'on peut attendre. Au niveau cervical, ça a été vraiment discuté. Il y a des études qui disent que le risque, il est vraiment haut. Il y a des études qui disent le contraire. Maintenant, on peut le comparer à d'autres traitements. L'incidence réelle des accidents vertébro-basilaires n'est pas connue suite aux manipulations. N'est pas connue parce que pas mal de manifestations cliniques, ils vont se faire après parfois 48 heures. C'est-à-dire, il est manipulé aujourd'hui, après 24 heures, l'accident, il commence à apparaître, peut-être une hémiplégie et d'autres signes qui peuvent apparaître, des vertiges, etc. Donc ça, c'est important de le noter. Il y a aussi un problème, c'est la déclaration. Donc, généralement, les patients, quand ça se fait pas sur la table, c'est-à-dire l'accident ne s'exprime pas sur la table d'ostéopathie ou bien de manipulation. Donc, les patients, quand ils partent chez eux, ils peuvent même décéder, on ne peut pas savoir. Et donc, il y a un problème de déclaration. C'est pourquoi il y a des études statistiques qui rapportent le risque d'incidence bien. C'est-à-dire une inférence statistique. Il n'y a pas vraiment le nombre réel, on ne le connaît pas, mais on a fait une gymnastique statistique pour l'apprécier. Ils ont estimé ce risque et situé entre un accident sur 400 000 à un demi-million. C'est-à-dire, si vous faites 400 000 manipulations, il peut, dans les 400 000, vous pouvez avoir un seul accident. Sauf que l'accident, il peut être votre première manipulation. Ça ne veut pas dire que vous allez passer 400 000 manipulations pour avoir une. Non, ça veut dire qu'il peut être la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à 400 000. Et bien sûr, ça dépend également des praticiens. Et ça, pour le dire, il y a une étude depuis une dizaine d'années ou plus qui s'est faite sur les profils de manipulateurs. Je ne parle pas des manipulateurs sur le plan psychique, je parle des manipulateurs, ceux qui font la manipulation. Ceux qui font beaucoup d'accidents, malheureusement, c'est ceux qui font beaucoup de précautions, notamment par les radios, c'est les médecins. C'est-à-dire, ils arrivent en tête. Et puis, vous avez les ostéopathes, en deuxième lieu. Ceux qui font le moins d'accidents, c'est les kiné-ostéopathes, c'est-à-dire les kinés qui font de l'ostéopathie, ils sont les moins concernés, ou bien ceux qui font moins d'accidents vertébro-basilaires. Donc, c'est important de le mentionner, donc ça dépend aussi de la technicité de la personne. Et si on compare ce risque qui est estimé entre un accident entre 400 000 à un demi-million, avec d'autres traitements comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est un traitement qui est donné vraiment pour les patients qui ont ce genre de douleur de l'appareil locomoteur. Il a été estimé dans une étude entre 10 à 20% d'ulcères gastriques pour les patients qui prennent ce genre de médicaments de manière régulière. Si on compare ceci avec le risque des accidents vertébro-basilaires en termes statistiques et non pas en termes de gravité, même si l'ulcère gastrique, ça peut être vraiment très grave, ça peut donner des hémorragies, un cancer, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui est vraiment... il représente moins de risques que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Désolé, 20 secondes et j'arrive.
Alors, désolé, pardon. Alors, ce qui est important dans ce cadre, et pour éviter les accidents vertébro-basilaires, on doit connaître les facteurs de risque. Quels sont les gens, les personnes qui sont plus susceptibles, qui présentent plus de risques? C'est tout d'abord les femmes jeunes. Quand je dis jeunes, inférieures à 45 ans. Ils peuvent faire un accident vertébro-basilaire 5 fois que les autres catégories. Ça, c'est important. Mais l'âge seul ne suffit pas pour analyser les facteurs de risque. Si on prend l'âge avec l'instabilité vertébrale, les personnes âgées qui ont une instabilité vertébrale, ils sont également plus exposés au risque d'accident vertébro-basilaire. Et si on prend le sexe avec l'âge, donc les femmes vraiment inférieures à 30 ans, les jeunes femmes, ils sont encore plus exposés. Et si on prend le sexe avec un traitement, comme le traitement hormonal, bien sûr, généralement par les femmes, alors ce traitement hormonal, il expose les femmes au risque d'accident vertébral. Donc c'est important, quand vous recevez les patients, vous tracez leur profil et vous voyez, est-ce que c'est une population, ils font partie de cette population à risque. Mais ça ne dépend pas que des patients, ça dépend aussi de la nature de la manipulation. Donc, l'étage vertébral qui présente le plus de risques, c'est l'étage supérieur, notamment l'étage C1, C2. Pourquoi? Parce que c'est l'étage qui fait plus de rotation. Et donc, c'est l'étage où les artères vertébrales peuvent être étranglées énormément. Donc, ça, c'est un. Il y a également une idée importante par rapport à l'intensité, pour vous dire fidèlement l'information. Les accidents vertébro-basilaires, s'ils sont liés à une insuffisance, je dis insuffisance vertébro-basilaire, ça ne dépend pas de l'intensité de la manœuvre. Vous pouvez parfois rien que mobiliser, ou bien la personne peut faire des mouvements du cou comme ça, il peut avoir un accident vertébro-basilaire. Ça ne dépend pas de l'intensité. Mais par contre, ça dépend du dosage, le sens de la manipulation. Les manipulations cervicales, il faut toujours éviter de mettre de la rotation. La rotation, c'est plus ou moins le geste qui est fatal et qui peut exposer la personne à l'accident vertébro-basilaire. Alors maintenant, il y a également des idées qui sont présentes par rapport à l'évitement de l'accident vertébro-basilaire. Tout d'abord, il faut dire que c'est un problème qui n'est pas prédictible par la radio. Alors, la radio standard, ça ne montre rien. Bien sûr, vous pouvez chercher quelques contre-indications relatives comme l'arthrose avancée, ça peut le montrer, mais par rapport à l'accident vertébro-basilaire, on ne peut pas le savoir grâce à une radio. Et comme vous le savez, en France, c'est médical, quoi. Bon, aucun commentaire là-dessus. Alors, il y a aussi le fait de chercher certaines instabilités grâce aux radiodynamiques, c'est-à-dire en flexion et en extension, et en vérifiant est-ce que l'étage vertébral bouge de manière anormale entre la position d'extension, en cas de soupçon d'instabilité. Mais quand vous avez un test clinique qui cherche plus ou moins l'insuffisance vertébro-basilaire, il faut vraiment faire un Doppler pour pouvoir juger est-ce que le patient présente une vraie insuffisance vertébro-basilaire, mais tout en sachant que dans la clinique, il y a pas mal de signes qu'il faut rechercher avant de faire le test clinique. Et maintenant, la question qui se pose, comment faire pour éviter l'accident vertébro-basilaire? L'accident vertébro-basilaire, c'est tout d'abord l'étage cervical. Ça, c'est un. Il faut chercher toutes les contre-indications des manipulations, comme l'ostéoporose, comme le fait d'avoir une insuffisance vertébro-basilaire, comme la laxité ligamentaire, etc. Ce sont des contre-indications qu'il faut rechercher par des tests cliniques. Vous avez
dans les tests cliniques, vous avez des tests de recherche d'instabilité au niveau lombaire. Vous avez essentiellement 2 que vous devez faire parce que de toute façon, leur sensibilité elle est diminuée. Il faut faire 2 pour plus ou moins essayer de démasquer au maximum le risque caché. Vous avez également l'instabilité cervicale haute. Donc, il y a des tests du ligament transverse et des différents ligaments qui existent au niveau de l'état supérieur qu'il faut pratiquer absolument pour les patients. Sans oublier le premier point dont j'ai parlé, le profilage des patients. Quand vous avez une femme jeune, il prend de l'hormonothérapie, donc plusieurs facteurs de risque qui sont rassemblés. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça vaut le coup d'essayer un risque pareil? Donc je pense que sur le plan présentation, j'ai essayé de transmettre l'essentiel. Merci Théon. J'ai une question. Dans les manipulations, quand est-ce que c'est ostéopathie et quand est-ce que c'est thérapie manuelle dans votre pratique? Quand est-ce que, Smatine? Oui, quand est-ce que? Dans votre pratique, quand est-ce que c'est une manipulation de thérapie manuelle et quand est-ce que c'est une manipulation d'ostéopathie? Alors, tout d'abord, j'ai des critères un peu simples. Quand vous avez des contractures importantes, une douleur sévère, c'est-à-dire dépassant 5 sur 10, quand le patient il est vraiment bloqué par les contractures, je n'essaie pas d'aller vers les manipulations. J'ai d'autres moyens pour le faire. J'ai de la mobilisation, j'ai peut-être des levées de tension, j'ai d'autres moyens musculaires, myofasciaux, etc. Alors, quand est-ce que maintenant la manipulation, en dehors de ce que j'ai dit par rapport au risque, est-ce qu'il y a une contre-indication ou autre? Quand vous voyez que la raideur, elle est vraiment importante et que la douleur se sent vraiment en fin de course, donc vous avez vraiment la raideur qui prime, qui est la plus importante, et vous avez bien sûr le profilage du patient, quand j'ai dit c'est vraiment récente, aiguë ou bien post-aiguë, ce n'est pas chronique, donc je traite par les manipulations. Les manipulations parfois, ils peuvent être des raccourcis qui peuvent plus ou moins en un seul acte, vous pouvez avoir un effet plus important par rapport au travail que vous donnez. C'est-à-dire, un seul geste peut vous résoudre tout un tas de problèmes à la fois. Très bien. Deuxième question. Les cervicalgies / arthrose peuvent être bénéfiques ou bien ne pas en faire carrément? Les manipulations pour les cervicalgies et l'arthrose. Ça peut être bénéfique ou ne pas faire carrément? Alors, ça nécessite plus ou moins une explication. Ça, c'est important. Dans les arthroses, on peut manipuler. À condition, il ne faut pas que ça soit une arthrose évoluée. Qu'est-ce que ça veut dire une arthrose évoluée? Vous prenez une radio. Si vous voyez qu'il y a des ostéophytes, vous avez des géodes, vous avez toute l'expression radiologique d'une arthrose, vous évitez de faire les manipulations parce que c'est le mouvement que vous allez faire du corps vertébral et avec les becs ostéophytaires, ça va plus ou moins être très douloureux, ça peut couper des structures, donc il ne faut pas le faire. Donc, sur le plan, c'est le plan radiologique, ou bien la radiologie, qui va trancher là-dessus. Très bien. Il y a quelqu'un qui pose la question pour l'échographie des carotides. Est-ce que c'est un repère? J'ai pas compris moi la question. Les carotides. Alors, les carotides, ils sont plus ou moins loin des vertèbres. Là, moi, je parle des artères vertébrales qui sillonnent tous les étages vertébrales. Et que chaque vertèbre est là dans son processus transverse un trou. Et que l'artère passe à travers le trou. De manière, quand la vertèbre tourne, il va mobiliser avec elle l'artère vertébrale. Et donc, vous avez dans un étage, si vous faites la rotation, vous avez ce mouvement. Et donc, l'artère, elle va se trouver coincée, étranglée. Et si l'artère, elle est dure,
il y a de l'athérosclérose, par exemple, des athérome qui endurcissent les artères, ça va couper facilement. Alors, l'examen qui est pratiqué, c'est le Doppler, pour voir plus ou moins la lumière et la texture de l'artère vertébrale. De toute façon, je ne pense pas qu'un thérapeute manuel ou un ostéopathe, s'il trouve les signes d'une insuffisance vertébro-basilaire sur le plan clinique, que c'est intéressant pour lui de faire cet examen, parce que cet examen, ça va être de la neurologie avec du vasculaire. S'il y a vraiment une vraie insuffisance vertébro-basilaire, ça se sent cliniquement. Vous avez des nystagmus, une instabilité des yeux, vous pouvez avoir des vertiges sans même faire les tests cliniques. Et je pense que quand vous avez des patients comme ça, il ne faut pas vraiment aller chercher une manipulation cervicale. Très bien. Est-ce que les ostéopathes demandent les analyses de vitamine D? Parce que je pense par rapport... Les analyses de vitamine D. Oui. Pour quelle raison? Je pense le lien vitamine D avec fixation ostéoporose, ostéoporose, etc. Je pense. C'est ça ce qu'il veut dire. Alors, en fait, le traitement de l'ostéopathe, il ne travaille pas seul. Il ne peut pas, plus ou moins, prétendre aller agir sur tous les aspects biologiques. Certainement, son rôle sur le plan biologique, c'est essayer de trouver un équilibre biomécanique au niveau du corps du patient. Puis après, si le patient nécessite d'autres soins, que ce soit sur le plan nutritionnel, que ce soit sur le plan métabolique, il y a aussi le médecin, c'est d'autres professionnels qui peuvent le faire. Super. Donc c'est tout ce qu'il y a comme question. Alors, je vérifie après toi si tu me caches des questions. Alors, je plaisante, Akhoya Ismail. Vraiment, c'était très clair. Alors, j'aimerais juste parler d'un message. Pour ceux qui aiment voir Instagram et apprendre des manipulations, c'est pas le bon endroit. Inscrivez-vous dans une formation sérieuse, que ce soit d'ostéopathie, de thérapie manuelle ou de chiropraxie, pour pouvoir prétendre manipuler. Et donc là, je m'adresse aussi à certains étudiants qui n'ont même pas fini leur première année de kinésithérapie et qui manipulent les cervicales, d'arrêter de le faire. C'est pas quelque chose, c'est pas un jeu. Le corps humain, il faut vraiment respecter le corps humain, et il faut savoir qu'il y a vraiment des risques et que la manipulation, ce n'est pas le craquement, c'est une évaluation avant tout, un raisonnement clinique avant tout, et un geste bien précis dans le temps et dans l'espace. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Et au shukran Ismail, Allah l'accueil. Annoncé à nos chers participants que durant le Ramadan, l'horaire a changé. Donc c'est à partir de 22h qu'on va faire nos lives. C'est à 22h, Inch'Allah. Et on vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Lundi. Inch'Allah. Voilà. Shukran Ismail. Shukran. شكرا سيم